Kateb. Bonjour. Très contente de vous recevoir aujourd'hui dans les conversations. On vous reçoit aujourd'hui pour deux choses. On va faire l'entretien et la conversation en deux parties. Première partie, vous êtes parrain d'une manifestation qui s'appelle Ciné-Banlieue, créée par Aurélie Cardin. C'est la 20e édition, donc c'est un anniversaire à fêter. Et puis une deuxième partie sur un film qui va bientôt sortir en janvier, sur l'affaire Pojarski. Je fais très attention à ce que je dis, parce que c'est un nom important qu'on va apprendre à découvrir à travers ce film, et vous jouez le rôle principal. C'est un film de Jean-Paul Salomé, donc on en parlera. Et puis je me permettrai un petit mot quand même sur le film, sur un film qui est le vôtre, qui est sorti le 30 octobre, il y a un an. Alors pour commencer, Aurélie Cardin, que nous avons interviewée récemment, pour connaître un petit peu l'aventure de ce festival, vous avez, je pense, une vision commune avec elle. C'est pour ça que vous êtes un fidèle parrain de cette manifestation, de ce très beau festival, depuis 2012. Comment ça s'est passé et quelle vision commune vous avez sur cette... Oui, Aurélie Cardin m'a proposé du coup d'être parrain du festival Ciné-Banlieue en 2012, peu de temps après la sortie du film Un prophète, que j'étais venu présenter ici en 2010. Après, j'avais montré un film de Léa Fener qui s'appelait Qu'un seul tienne et les autres suivront. On avait fait aussi une très belle projection ici. On avait eu du coup l'occasion de se rencontrer avec Aurélie, Julia, les personnes du festival. Et j'étais assez surpris qu'on me propose d'être parrain du festival à un moment où on m'avait jamais proposé d'être parrain de quoi que ce soit. Ça a un petit peu changé depuis. J'ai la joie de parrainer aussi des associations, d'être engagé sur plusieurs causes. Et celle de Ciné-Banlieue me tient beaucoup à cœur. Donc depuis, en effet, donc ça fait maintenant 18 ans que je suis parrain de ce festival. Et d'année en année, je trouve qu'il y a une vraie constance, une vraie fidélité à des choses aussi qu'on s'était dites lorsque j'ai accepté d'être parrain de ce festival. L'une de ces choses-là, c'est d'encourager l'éclosion de talents dans cet écrin qu'est nos territoires de périphérie, de banlieue, mais de ne pas assigner nos imaginaires uniquement à ces territoires-là. C'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui, par exemple, de présenter ce film, l'affaire Pojarski, qui est l'histoire d'un immigré polonais dans la France des années 40, un inventeur de génie, qui n'a pas trouvé sa place au centre pour le coup et qui, poussé à la périphérie ou à la marge, a décidé de se débrouiller tout seul et de faire des faux billets. Et il l'a fait comme un artiste, voilà. Et finalement, voilà, c'est assez symbolique de cette promesse qu'on s'était faite de ne pas rentrer dans les niches dans lesquelles on veut nous pousser, celle de la diversité, celle où finalement nos imaginaires eux-mêmes resteraient d'une certaine manière limités. Mais de pouvoir participer à raconter toutes les histoires et pour ce faire, d'encourager des talents, de les accompagner. Et ça, c'est le travail que fait le festival à l'année. Donc, c'est pas seulement au moment du festival. Et ça, j'avoue que je suis assez admiratif et que je trouve que c'est essentiel, en fait, le travail qui est fait de pont, d'accompagnement, d'encouragement pour que finalement, cet outil-là du cinéma, ce stylo-là, puisse être pris d'où qu'on vienne, si on a des choses à raconter, et quelles que soient les choses qu'on a à raconter. Mais surtout que votre histoire personnelle fait que vous avez grandi en banlieue. Oui, je vis à Montreuil maintenant. À Montreuil. Et il y a aussi un abus de langage quand on utilise le mot banlieue aujourd'hui. Neuilly, c'est la banlieue, mais quand on dit banlieue, on a l'impression qu'il y a de la part des politiques, enfin en tout cas des institutionnels, une envie de stigmatiser l'autre. Quelle est votre définition à vous de la banlieue? Une définition qui serait peut-être plus universelle, ou ça... on y mettrait tout le monde? Bah, moi, après, ayant grandi et vécu même jusqu'à plus de 30 ans donc à Ivry-sur-Seine, en banlieue, dans une situation, je dirais, quand même plus précaire, quoi, dans une petite cité sympa, mais quand même dans un petit appart en cité, avec justement cette vision de ce bâtiment un peu comme un village à la verticale, quoi, une cité dans laquelle il y avait beaucoup de bienveillance aussi entre les gens et beaucoup de choses qu'on voit peu représentées, de solidarité, de tissu social et tout. Et aujourd'hui, bon voilà, je vis toujours à la périphérie parce que j'ai grandi comme ça et que je me vois pas vivre dans Paris intramuros.
mais j'ai une vie à Montreuil évidemment plus confortable. J'ai sans cesse, moi, depuis l'enfance, et aussi de par mes parents, d'où je viens, mon père était comédien de théâtre, donc j'ai sans cesse fait des allers-retours en fait entre Paris, la banlieue, et pour moi, j'ai jamais ressenti vraiment la barrière du périph'. Par contre, je voyais que pour beaucoup de mes amis, des gens autour de moi et tout ça, cette barrière existait. Et moi qui ai eu cette chance dès le début de pouvoir faire ces ponts et ces allers-retours entre le centre et la périphérie, bah j'ai l'impression que c'est un peu naturel. Du coup, aujourd'hui, de la chance que j'ai de faire le parcours que je peux faire et tout, de participer à ces ponts-là pour les autres. Oui, tout à fait. Il y a, vous êtes réalisateur, hein, vous l'avez aussi dit tout à l'heure pour Sur un fil, il y a une responsabilité aussi de la part des artistes à montrer autre chose que des films qui peuvent complaire à l'imaginaire collectif, une image négative de la banlieue. Bon, alors, je vais citer au hasard des films comme ça, moi, des films qui ont marché, comme B13 ou Misérables ou Bac Nord ou autres. La responsabilité d'un artiste, c'est de montrer une réalité. Je vois que le festival fait attention au choix de films qu'il montre pour casser ses habitudes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de la responsabilité de l'artiste à restituer une réalité pour sortir du cliché? Est-ce que c'est à ce point difficile ou est-ce que c'est une question de volonté? Je pense qu'on fait toujours des films qui nous ressemblent, que si soi-même on est habité par des clichés, même si on essaye de les éviter, ils apparaîtront. Et c'est cette affaire de dévoilement qui existe de quand on fait un film. Donc après, il y a tellement de sortes de cinéma qui existent, mais c'est vrai que, alors, Les Misérables, je le mettrais pas forcément dans la liste que vous avez faite, mais j'ai du mal avec un cinéma, je dirais cynique, quoi, qui finalement utilise ces histoires-là parce que c'est des histoires qui font du buzz, parce qu'il y a quelque chose qui fascine, parce que tous les petits bourgeois aujourd'hui veulent s'habiller comme des banlieusards, que tout le monde écoute du rap, que voilà. Et que du coup il y a un mal qui est fait parfois aux gens en les caricaturant et ça on l'entend tout de suite dans des dialogues sur comment est-ce que l'humanité des personnages ressort ou pas, et ça je pense que c'est un des filtres des choix d'Aurélie sur le festival, c'est d'aller vers des films qui proposent une rencontre avec l'humain et qui proposent un discours autre que juste regarder les gens en surface et en faire quelque chose qui va faire du buzz, quoi. Oui, le cinéma est un outil politique et c'est à s'en servir de cette manière-là, c'est plus utile pour un vivre ensemble. Oui, et puis un festival, ça joue aussi beaucoup ce rôle-là. Finalement, la salle de cinéma, c'est un des derniers lieux qui nous reste pour être ensemble. C'est vrai. Les cantines populaires, les restos où tout le monde va manger ensemble, ça existe de moins en moins. Le théâtre, malheureusement, c'est souvent quand même une certaine classe socioculturelle qui a l'habitude d'aller au théâtre. Les concerts, on va écouter des artistes quand on les aime vraiment déjà beaucoup, et en général, on correspond un peu au public de l'artiste. Le cinéma, ça brasse tous les âges, toutes les classes sociales, tout le monde. Et c'est un sanctuaire, c'est un lieu dont il faut prendre soin. Oui, tout à fait. Vous avez présidé une commission de la diversité au CNC. Ouais. Quel bilan en faites-vous? Vous parliez tout à l'heure du mot diversité qui est à déconstruire aussi, de la manière qu'on peut déconstruire le mot banlieue. Quel bilan faites-vous sur justement la manière qu'on a de regarder les scénarios qui arrivent et ce qu'on va mettre en avant ou pas? C'est difficile de faire un bilan. Moi, j'ai accepté de présider cette commission à la diversité presque comme un devoir civique, quoi. Justement, une manière de rendre l'appareil, de détecter aussi des nouveaux talents, de pouvoir être décisionnaire sur la chance qui pouvait être donnée à ces talents-là. Et après, je trouve que c'est une chose qui a ses limites, mais qui compte, qui est vertueuse. Le problème de la diversité, j'ai un peu de mal avec ce mot-là, voilà, on est deux. Parce que c'est une case dans laquelle justement on nous limite, quoi, d'une certaine manière. Et quand j'ai accepté de présider cette commission, je m'étais mis d'accord avec les gens du CNC en disant oui, d'accord, mais prenons la diversité au pied de la lettre, c'est-à-dire qui que ce soit, où que ce soit,
du moment que c'est pas des gens qui sont déjà installés. Être divers. Oui, oui. Surtout. Et ça a été le cas pendant cette année-là. Donc voilà, j'ai joué mon rôle. J'ai lu énormément de projets. C'est chronophage. J'ai vu beaucoup de choses. C'est très chronophage. Et puis je travaille beaucoup, donc j'ai pas forcément aussi beaucoup de temps et tout. Mais je suis content de l'avoir fait pendant une année. Oui, c'est important qu'une personnalité comme vous avez mis 10 ans pour vraiment éclore et que vous puissiez donner votre avis sur ce genre de commission pour pouvoir changer aussi les choses de l'intérieur et proposer au public qui a soif de se retrouver réellement représenté. C'est important, votre rôle. Oui, oui. Bah, je trouve que les gens qui travaillent à la commission, en tout cas les gens du CNC, moi, que j'ai rencontrés, je trouve qu'ils font un très, très beau travail. Tout est à la source finalement, et cette commission-là, il se trouve qu'elle a été vraiment créée pour calmer les banlieues. Il y avait quelque chose où, en gros, on va leur donner quelques miettes pour pouvoir dire qu'on fait quelque chose pour eux. Mais après, il faut pas être naïf, mais il faut savoir se servir des différents dispositifs, justement pour pas rester exclu à regarder les autres de loin. Il faut, tout en étant conscient des choses, s'approprier tout ce qui nous est donné, le prendre et essayer d'en faire quelque chose. Mais surtout que la société a évolué en 20 ans. Le festival a 20 ans aujourd'hui. 20 ans, la triste mort de Zied et Bouna aussi. Donc, et Aurélie a justement créé ce festival pour plein de raisons, mais aussi en réaction. Et quel souvenir vous gardez de cette époque? J'ai l'impression que la banlieue a changé en 20 ans, que le festival a su évoluer avec cette évolution, et en même temps, il y a peut-être un goût de moins bien aujourd'hui dans la fracture sociale. Quand les gens sont attirés par une parole extrême, ce festival a encore plus sa place. Voilà, entre la première année, donc il y a 18 ans, hein, vous étiez pareil maintenant, quelle différence vous pouvez faire sur la période? C'est difficile de pour le coup avoir un point de vue sociologique, quoi. Moi, je suis acteur. Oui, bien sûr. Mais on est tous témoins d'un monde dans lequel la notion du lien, de l'acceptation de la différence de l'autre, de l'enrichissement des uns et des autres à travers nos différences et tout ça, pour moi, c'était quelque chose d'acquis, ayant grandi dans les années 80 et dans un monde différent de celui d'aujourd'hui. Et on voit bien, voilà, de manière globale et au-delà de la banlieue et tout ça, qu'on va vers une société très différente. Et c'est pour ça que tout courant dominant a besoin de ses courants contraires, et c'est pour ça que c'est très important de continuer, encore peut-être plus que jamais. Voilà, c'est ça. De faire ces liens-là et de construire ces ponts-là, et de donner la place à toutes les paroles qui méritent d'être entendues. Oui, ce festival a vraiment toute sa place aujourd'hui. Un mot sur Le Prophète, qui est un film culte. Il y a une envie de se dire, c'est un film générationnel, et beaucoup de gens peuvent être attirés par le rôle modèle que, malgré vous ou avec vous, vous êtes aujourd'hui, une envie de représentativité. Tiens, Yareda, je vais peut-être pouvoir faire comme lui. Je vais m'intéresser au métier du cinéma parce qu'il a réussi, depuis Le Prophète, à vraiment construire une œuvre. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ces différents jeunes générations que vous rencontrez à travers ce festival, mais ailleurs aussi, dans les promotions que vous faites à travers la France, sans les réseaux, sans les codes, sans la possibilité de savoir que c'est possible, qu'est-ce que vous leur diriez? De ne pas se limiter, de ne pas se limiter, de ne pas être limité dans tous les rêves qu'on peut avoir, dans la projection de son avenir, dans son imaginaire, et en revanche de se donner les moyens, et de ne jamais dire c'est pas pour moi, c'est impossible, mais au contraire, comment est-ce que je peux y arriver, comment est-ce que, et puis plus que de rêver, je dirais parce que bon, il y a la façade, il y a l'extérieur, tout ce qu'on peut même fantasmer un peu de la vie des acteurs, qui est quelque chose de très différent quand je suis dans le folklore de certains festivals, grands festivals et tout, et puis quand je suis dans mon quotidien, hein, franchement, c'est extrêmement différent. Et donc ces images-là qui sont véhiculées, parfois nous font penser qu'il y a quelque chose d'un peu inaccessible dans la vie qu'on mène, dans ce qu'on fait. Tout ça, c'est juste des images.
Et la réalité, par contre, c'est que c'est beaucoup de travail, quoi. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'amour pour ce qu'on fait, plus que pour ce que ça va nous apporter, même si on a tous envie de s'en sortir dans la vie, hein. Mais souvent, je parle avec des jeunes qui me disent qu'ils veulent faire du cinéma, qu'ils veulent être acteurs au cinéma et tout ça. Et je leur dis toujours, faites du théâtre. Faites du théâtre. Bonne école. C'est ce que j'ai fait au début et c'est ce que j'ai retrouvé encore l'année dernière et que je continue de faire maintenant et j'ai envie de faire cet aller-retour-là. Mais au théâtre, réellement, on peut savoir si on aime faire ça pour la chose elle-même. Oui. Et puis, on peut s'entraîner, apprendre, consolider des bases. Au cinéma, on a l'occasion de travailler réellement face à la caméra lorsqu'on a un rôle important. Oui. Et c'est là qu'on travaille tous les jours avec la caméra. Sinon, les premières fois, on passe des castings et puis on fait une journée de tournage, 2 journées de tournage. On a à peine le temps d'arriver que c'est fini, à peine le temps de laisser baisser le trac, la tension, que ça y est, c'est déjà terminé. Et c'est pas comme ça qu'on apprend un métier. Et vous n'êtes pas limité, du coup, vous avez réalisé un film qui s'appelle Sur un fil, et vous vous êtes dit que c'était possible. On peut toujours douter, même quand on a la carrière que vous avez, quand on se lance dans ce rôle-là de réalisateur. Comment vous avez dépassé ça, ces doutes? Moi, les doutes, je les ai dépassés il y a longtemps, quand toutes les portes étaient fermées et que j'y ai cru, comme vous disiez, pendant 10 ans. 10 ans, c'est quand même une tranche de vie. Hein. Oui, c'est long. Avec des amis qui vous disent peut-être qu'il vaut mieux arrêter, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie, et tout ça. Et donc, une fois que j'ai passé cette chose-là, je crois qu'après, voilà, j'avais plus de... Enfin, j'avais confiance dans ce que j'avais à faire là-dedans. Mais si peut-être les années compliquées avaient duré encore un peu, peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurais lâché. Oui. Peut-être, je sais pas. Ça, hein. Je sais pas. En tout cas, Sur un fil arrive à un moment de maturité. C'est un film très fort qui parle... Vous êtes parrain, vous parlez de différentes associations dans lesquelles vous étiez parrain. Vous êtes parrain depuis 2020. Du Rire Médecin. Du Rire Médecin. Ouais. Une association de clowns professionnels à l'hôpital qui interviennent avec les enfants hospitalisés. Voilà, vous avez un très beau casting qui s'est mis au service. Moi, j'ai eu le sentiment de ce que vous aviez envie de dire, et vous l'avez dit avec maturité et douceur, sans jamais que ce soit larmoyant, jamais. Et pourtant, c'est pas évident d'aller filmer des enfants malades et d'imaginer que voilà, il faut se départir de sa propre douleur pour pouvoir créer quelque chose et le donner à montrer. Ça vous a pris quand et comment ce film? Est-ce que c'était il y a longtemps que vous l'aviez en tête ou... Ça s'est fait petit à petit. Ça a été d'abord la lecture du livre donc de Caroline Simons qui a fondé l'association Le Rire Médecin il y a 30 ans maintenant. Et puis suite à cette lecture, je l'ai rencontrée et je lui ai dit que j'avais peut-être envie de faire un film qui se passerait dans ce monde-là, mais que j'étais pas sûr. Elle m'a ouvert les portes de son association. J'ai pu aller observer le travail de ces clowns dans les hôpitaux. J'ai fait un travail d'observation pendant 1 année à peu près. Et puis ensuite, un scénario s'est développé et voilà, c'est devenu un film. Voilà. Mais oui, mon but avec ce film-là, c'était aussi de porter le regard, de porter la lumière sur ces gens héroïques qui sont pour le coup jamais médiatisés, d'ailleurs, qui souhaitent pas forcément l'être, mais qui font quelque chose d'essentiel comme artistes. Comme artiste soignant presque, puisque voilà, le Rire Médecin, il y a quelque chose. Moi qui avais un papa comédien algérien essentiellement, qui a travaillé essentiellement au théâtre, et une maman infirmière, je crois que voilà, il y avait quelque chose où j'ai grandi entre les coulisses des théâtres et les couloirs des hôpitaux, et il y avait quelque chose qui m'était très personnel dans ce récit-là. Et puis, mais en effet, l'idée était vraiment de justement dans l'angle de ces clowns qui, eux, ne s'appesantissent jamais sur ce qui se passe pour les enfants, parce que les enfants eux-mêmes ne le font pas. Un enfant reste un enfant qui joue jusqu'au bout, même quand c'est pas facile. Et ça m'a semblé l'angle adéquat pour traverser ce monde-là et le donner à voir. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film. Réussi. Merci, sans flagornerie, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci. Ouais, je vous ai découvert, vous, à travers ce film. Un mot sur le prochain film, donc vous en avez dit un mot tout à l'heure, l'affaire Bojarski. Est-ce que, donc Jean-Paul Salomé, qui sort très bientôt, comment vous avez travaillé ce rôle? Vous disiez tout à l'heure qu'on est face à face avec la caméra, on joue un couple avec elle quand on a ce premier rôle-là. Là, vous l'avez, là vraiment, vous l'avez eu plein de fois, mais là, c'est vraiment... Vous êtes à chaque plan et c'est vraiment super. Comment vous travaillez ce rôle-là et comment vous le choisissez?
Alors, chaque histoire est différente, mais là, ça s'est passé, en fait, Jean-Paul Salomé avait fait son précédent film avec Isabelle Huppert, La syndicaliste. Oui. Et moi, je venais de tourner un film avec Isabelle Huppert qui s'appelait Les Promesses, que j'ai présenté, je crois, ici à Ciné Banlieue. Et puis, on est allé la voir au théâtre. Elle jouait une pièce de Tchekhov. Après, on a dîné ensemble. Et je voyais que Jean-Paul me regardait pas mal pendant le dîner et tout. Et quelques jours plus tard, on a pris un café ensemble et il m'a parlé de cette histoire. Et il m'a dit qu'il aimerait bien écrire ce rôle en pensant à moi et il me demandait si ça pourrait m'intéresser. Et j'ai tout de suite été fasciné par ce personnage qui est un personnage qu'on rencontre pas tous les jours dans les choses qu'on peut nous proposer. J'ai été touché par ce cadeau-là aussi d'un metteur en scène qui écrit pour vous pendant une année. C'était la première fois que ça se passait comme ça? Non. Non, d'accord. Pour Hors Normes aussi, pour d'autres films. Mais quand ça arrive, c'est vraiment, oui, un cadeau, une chance. Et puis, ça laisse du temps aussi pour rêver au personnage avant je dirais, le moment, finalement, où on doit produire quelque chose. Quand on tourne un film, on doit tous les jours performer, on doit toujours produire. Et il y a peu de temps pour rêver, même si, il y a des espaces. Mais là, il y avait, voilà, du temps pour rêver à ce personnage, à cette histoire. On a fait aussi des rendez-vous avec Jean-Paul sur le scénario, donc j'ai pu lui poser des questions, suggérer des choses. Enfin voilà, Jean-Paul était très ouvert aussi à ce que je puisse être libre et m'approprier aussi cette histoire. Et voilà, j'ai adoré raconter cette histoire. J'ai adoré le voyage dans le temps aussi, le film d'époque, les costumes, les voitures, les décors, voilà. Les flingues. Il y a quelque chose dont on joue, hein. C'est vraiment, on appelle ça jouer. C'est ça, c'est comme jouer. Des enfants, quoi. Oui, complètement. Et en plus, là où c'est fort, et je pense que c'est ce qui vous a séduit dans le personnage de faussaire, copiste, mais c'est pas que ça, c'était un artiste, un peu mis de côté. Ça correspond un peu à toute la conversation qu'on vient d'avoir. Et ce Polonais qui se dit, il y a une phrase super d'ailleurs dans le film, une conversation avec sa femme. Elle lui dit, mais je t'ai jamais trouvé minable. Et lui dit, j'en ai marre de cette honte, j'en ai marre d'être considéré comme un parasite. Et à partir de là, on se rend compte que c'est plus un film sur le déclassement que sur on suit un biopic de quelqu'un qui a fait des faux billets. C'est pas ça du tout. Je pense que ça vous a séduit, ça, non? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup d'angles, de sujets abordés dans ce film-là. J'ai toujours vu ce film comme un portrait d'artiste, plus que comme celui d'un bandit faussaire, mais j'ai toujours envisagé ce rôle comme ça. Et puis ça raconte aussi, oui, une histoire de l'immigration, une histoire avant c'était les Polonais, puis les Italiens, les Portugais, les Arabes. Enfin voilà, il y a toujours eu l'étranger à qui on donne pas sa place forcément dans ce pays. Et puis il y a aussi l'histoire du couple, l'histoire du secret, des histoires d'amitié, la traque du policier qui cherche ce faussaire tout en étant fasciné par lui. Oui, voilà, moi il y avait beaucoup de choses et qui me tenaient à cœur en termes de ce que raconte le film. Et aussi très jubilatoire à aborder pour un acteur. Mais bien sûr, c'est Attrape-moi si tu peux. C'est génial, j'aime bien. Non, mais c'est vraiment un joli film qu'il faut aller voir pour autre chose en effet que l'histoire d'un bandit, parce qu'on n'est pas du tout là-dessus. Et c'est là où ça résonne avec l'époque, je trouve, et avec ce qu'on s'est dit avant. C'est un film très actuel en réalité, quoi. Il y a L'étranger adapté de Camus en salle en ce moment, mais là on est vraiment sur le fameux étranger. On sort de la figure de l'arabe pour aller vers ceux d'avant. Et voilà. Donc la problématique est toujours la même. Oui. En tout cas, que je puisse jouer un Polonais, c'est quand même pas mal. C'est ça qui est génial. Donc ça veut dire que ça avance. Pareil, m'a joué un Arménien, je joue un Polonais. Bon, bah voilà, on avance. Exactement, tout avance. Et Roche Dizel, il y a pas longtemps, Yves Montand. Oui, voilà, carrément. Voilà, Constance, Linda Coudry. Voilà, donc il y a quelque chose qui avance dans la représentativité et Jean-Paul Salomé a participé à ça aussi. Donc, absolument. Je trouve ça très très bien. Voilà. Ouais. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci. Et bravo, monsieur le parrain. Que cet festival dure encore longtemps. Ouais, longue vie à Ciné Banlieue. Merci. Génial. Merci à vous.